Bonjour chers stagiaires, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui concerne le traitement des éléments de résultat et spécifiquement le traitement des produits. Donc dans cette nouvelle vidéo et dans le cadre normalement des thèmes dispensés par le module de constellation et normes IFRS pour les stagiaires de filière technicien spécialisé en finance et comptabilité. Et pour faire toujours suite au cours dispensé à cette normalement catégorie de stagiaires, à savoir les stagiaires de finance comptabilité deuxième année. Je propose bien sûr le plan suivant pour le traitement, normalement euh, de ce cours-là. Donc, nous allons traiter le cours en deux axes. Le premier axe, c'est le traitement des produits ordinaires et le deuxième axe, c'est le traitement de l'impôt sur le résultat selon l'IAS 12. D'accord? Parce que, bien sûr, normalement, le traitement des produits ordinaires sera détaillé selon deux sous-axes-ci. Le premier sous-axe, c'est les contrats de construction et le deuxième, c'est les produits des activités ordinaires. Alors que le deuxième, normalement, grand axe, qui est l'impact sur le résultat, il sera détaillé en prenant en considération le traitement comptable des impôts différés actifs et des impôts différés passifs. D'accord? Alors, commençons par le traitement des produits ordinaires. Et avant, normalement, nous allons faire un petit rappel de tout ce que nous avons déjà vu en matière de traitement du l'AS 1, à ce que, bien sûr, à ce niveau-là, l'AS 1, elle a permis de donner définition aux axes normalement composant les états financiers, à savoir les éléments du bilan et les éléments de compte résultat, et à ce que bien sûr les éléments de compte résultat qui est constitué des produits et des charges. Voilà, donc les produits normalement ils ont été définis par l'IAS1 comme des éléments donnant l'accroissement d'avantages économiques au cours de l'exercice en cours, d'accord, sous forme normalement que ce soit d'entrée ou d'accroissement d'actifs ou de diminution de passifs, parce que normalement l'avantage économique il a un impact direct ou bien indirect sur les capitaux propres, ce qui fait à chaque fois qu'il y a une augmentation d'actifs, une diminution de passifs, comme nous avons vu, à ce que bien sûr les capitaux propres, c'est la différence entre les éléments d'actifs moins les éléments de passifs. Donc une fois que l'actif augmente et le passif diminue, ça va donner bien sûr normalement une grande différence entre eux. Ça va donner bien sûr l'augmentation d'avantages économiques ou bien sûr des capitaux propres. Ok. Euh, et les charges, c'est totalement l'inverse. C'est des opérations qui vont donner bien sûr une diminution d'avantages économiques. C'est par lesquelles bien sûr il engendre normalement une diminution d'actifs, d'accord? Et aussi bien sûr que ce soit une diminution, bien sûr un accroissement de passifs. Par exemple, quand j'achète de matières premières, d'accord? J'engage normalement une charge, mais si la charge n'est pas payée normalement ou bien n'est pas réglée au moment de son déclenchement, ça veut dire quoi? Qu'elle va donner tout simplement une dette ultérieure, ce qui fait normalement ça va donner un accroissement de passif. Donc les deux ils se réagissent en ce qu'on appelle voilà de le sens contradictoire, à ce que l'actif, ou pardon, les produits ils sont engendrés via l'accroissement d'actifs ou bien diminution de passifs. À l'inverse, les charges sont engendrées, sont et bien, voilà, constatées à chaque fois qu'il y a diminution d'actifs ou bien augmentation de passifs. Alors, le champ d'application de la norme IFRS 15, à ce que la norme IFRS 15, il est là tout simplement pour le traitement des produits. Donc, l'IFRS 15 s'applique à tous les contrats. Donc, le contrat, donc nous allons revenir bien sûr à définir qu'est-ce qu'on entend par un contrat. À ce que bien sûr, toujours un contrat, c'est normalement un accord entre deux parties
au plus criant des droits et des obligations exécutoires. Ça veut dire quoi? C'est un accord entre deux parties qui est conclu entre deux parties en bloc. Ça veut dire quoi? De gré à gré. Et quand on dit bien sûr le gré à gré, ça veut dire qu'il y a le consentement, qu'il y a l'engagement, qu'il y a normalement la conscience de chacun des deux parties, tout ce qui est, bien sûr, conditions et obligations qui doivent être exécutées ultérieurement. D'accord? Donc, les IFRS 15 s'appliquent à tous les contrats conclus avec les clients, à l'exception principalement de ceux relevant d'IFRS 4. Ça veut dire quoi? Tous les contrats gérés par l'IFRS 4 sous forme de contrats d'assurance sont exclus des consignes normalement imposées par l'IFRS 15. Aussi, l'IFRS 9, nous avons déjà traité cette norme-là, selon les consignes, bien sûr, des anciennes normes IAS 32, IAS 39 traitant et bien précisant et détaillant les instructions en matière de traitement comptable des instruments financiers, et des normes IFRS 16 voilà, se font normalement de contrat de location, qui est bien sûr l'ancienne norme, le IASD D7. Alors nous avons déjà traité les deux. IAS D7 se forme bien sûr selon bien sûr normalement sa nouvelle conception IFRS 16, et aussi IAS 32, 39 qui ont été regroupés et remplacés par une nouvelle norme qui est l'IFRS 9. À compter des exercices ouvert à partir du 1er janvier 2018, et IFRS 15 il vient de remplacer l'IAS 11 et l'IAS 18, parce qu'auparavant nous avons deux normes, l'IAS 11 sur les contrats de construction et l'IAS 18 sur les produits des activités ordinaires, ainsi que bien sûr les interprétations correspondantes. D'accord? Donc il est là tout simplement pour remplacer le taux dans une seule norme, à savoir les IFRS 15. Alors, traitons premièrement ce qu'on appelle par les contrats de construction, sachant que bien sûr, généralement, les contrats de construction, ce sont des contrats à long terme. Ça veut dire quoi? Ce sont des contrats qui exigent à ce que bien sûr leur exécution entre les deux parties prend bien sûr sur plusieurs exercices. Ce qui est fait, puisque normalement l'exercice comptable il se débute au 1er janvier et il se clôt en 31 décembre, et on doit déterminer le résultat de chaque exercice comptable. Donc ce type de contrat-là, il exige un traitement minutieux, un traitement qui doit être bien sûr bien précis et bien voilà, et bien ficelé, afin qu'il soit normalement afin que l'entreprise ou bien que les organismes précisent le résultat généré par exercice comptable. Alors, un contrat de construction est un contrat spécifiquement négocié en vue de construire un actif. Ça veut dire quoi? C'est un contrat, c'est un accord bilatéral, c'est un accord entre deux parties, fournisseur et client par exemple, d'accord? Propriétaire et une entreprise de construction, d'accord? Pourquoi? C'est pour tout simplement la construction, que ce soit d'un actif, pont, immeuble, barrage et ainsi de suite, ou bien un groupe d'actifs. Par exemple, un groupe d'actifs, je voulais construire voilà, un groupe voilà un groupe pardon d'habitation, et ce groupement d'habitation bien sûr elle contient des immeubles, il contient des écoles, il contient cliniques, il contient de la mosquée, mais plus des routes aussi, ce qui fait normalement il contient plusieurs éléments, mais dans un bien sûr projet unique. Donc on parle normalement d'un groupe d'actifs, et qui peuvent être voilà aussi l'objet d'un même contrat, parce que ces actifs-là, ils partagent, ils ont la même conception, les mêmes technologies de fonctionnement, et aussi une finalité d'utilisation pareille entre eux. Alors, le contrat de construction peut être que ce soit un contrat à forfait ou bien un contrat en régie. Quand on parle d'un contrat à forfait, on parle tout simplement d'un contrat dont les prix de chaque
composante d'actifs à construire est prédéterminée à la conclusion du contrat. Donc, on dit que bien sûr la quantité, la construction de cet étage-là avec ce prix, l'installation des fenêtres avec ce prix, l'installation d'électricité avec ces frais. Ce qui fait chaque élément composant bien sûr l'actif et là normalement un prix qui est déterminé à la conclusion du contrat. D'accord? Alors que le contrat en régie, on ne parle pas du prix normalement spécifiquement dit, mais à chaque avancement, on essaye d'évaluer les coûts engagés, donc avec une marge bénéficiaire prédéterminée qu'on essaie de rémunérer bien sûr le fournisseur de ce service-là de construction de projet ou bien d'actifs. Alors un contrat à forfait est un contrat dans lequel le constructeur est payé par un prix fixe avec éventuellement des clauses de révision des prix. Des clauses de révision des prix, ça veut dire quoi? Ce sont des clauses qui sont incluses dans les contrats de construction sur plusieurs années parce que les prix des matières premières, elles peuvent subir des modifications, des augmentations, bien des baisses, ça dépend de la conjoncture économique. Donc, si les prix augmentent, vous aurez droit d'augmenter bien sûr aussi les prix, vous aurez droit bien sûr d'être à ce que les prix conclus doivent être aussi augmentés. Si les prix sur le marché baissent, aussi le client il a le droit aussi de demander la réduction des prix via technique ou bien la formule de révision des prix. C'est une clause qui est obligatoire, surtout dans les marchés publics, et ainsi de suite. Alors qu'un contrat en régie est un contrat dans lequel le constructeur est payé par le remboursement du coût en coût remajoré d'un pourcentage de ses coûts ou par une rémunération fixe. Comme je vous ai déjà dit, bien sûr qu'on évalue combien les frais, à quel coût s'élèvent les frais que vous avez engagé pour construire cet actif. Donc avec un pourcentage de ces coûts, bien sûr un pourcentage de majoration, qu'on détermine le prix de rémunération de l'autre partie. Alors un seul contrat signé pour la construction de plusieurs actifs doit être réparti en plusieurs contrats de construction dans les conditions ci-après. Dans les conditions. Alors, un seul contrat signé pour la construction de plusieurs actifs doit être réparti en plusieurs contrats de construction dans les conditions ci-après. Par exemple, pour la construction d'un projet, et ce projet il est composé de plusieurs lots, et ces lots-là, et chacun bien sûr il a ses caractéristiques qui le distinguent. Donc normalement, puisque normalement il est là le caractère de distinguer chaque lot de l'autre, donc on doit essayer de formuler et d'établir plusieurs contrats. Par exemple, la construction par exemple d'un bâtiment avec l'aménagement, l'assainissement, les routes, l'électricité, qui sont normalement normalement des aménagements connexes au projet, elles peuvent être qu'elles font l'objet d'un contrat ou bien des contrats, bien sûr, de plusieurs contrats annexes au contrat principal. Donc, quand est-ce que normalement on se recourt aux plusieurs contrats de construction dans des conditions sont normalement résumées comme suite. Des propositions distinctes ont été proposées pour chaque actif. C'est comme je vous ai dit que chaque lot est là des conditions qui le distinguent de l'autre. Chaque actif a fait l'objet de négociations séparées entre le client et le constructeur. Parce que normalement chaque lot il a ses caractéristiques distinctes, donc chaque lot il est négocié de manière différente. Ça veut dire quoi? Je demande normalement à mon fournisseur pour la construction de 2 bâtiments.
Un, c'est pour plateau bureau, un, c'est pour habitation. Donc, les deux, ils ont normalement des conditions, des caractéristiques distinctes. Et donc, différentes, ce qui fait. Donc, chacun, il a sa conception, chacun, il a ses conditions, chacun, il a ses contraintes, ce qui fait, on ne peut pas, bien sûr, les considérer comme de mêmes caractéristiques. Donc, on doit faire l'objet de plusieurs contrats. Les produits et les contrats et les coûts de chaque actif sont identifiables. Ça veut dire quoi? Que je peux distinguer l'actif 1 et l'actif 2 en matière de coûts et en matière de produits que je peux générer de cet actif. Toujours dans ce cadre de définition et d'identification des contrats de construction, un ensemble de contrats signés avec un ou plusieurs clients doit être traité comme un seul contrat de construction dans les conditions suivantes. Quand est-ce que normalement plusieurs peuvent dire cet ensemble de contrats a été négocié comme un seul, comme un marché global. Par exemple, même si bien sûr ces contrats pour la construction de plusieurs actifs, mais ça reste normalement dans le marché global. Donc voilà, donc ils doivent se traiter bien sûr normalement comme un seul, qu'il s'agit normalement d'un seul contrat. Les contrats sont étroitement liés et font partie d'un projet unique avec une marge globale. Oui. Et c'est par exemple, je vous donne l'exemple. Nous voulons construire un nouveau pont et ce nouveau pont-là, il doit contenir le passage piéton, passage des voitures, passage de tramway. Et aussi normalement avec voilà l'éclairage, avec normalement des trottoirs, avec. Ce qui fait ce projet-là, il exige normalement à ce qu'on doit prendre en considération la distinction de ce projet en plusieurs lots. Donc, si normalement, chaque lot il a ses caractéristiques qui le distinguent de l'autre. Mais même si tout ça, ça reste normalement un projet, un seul projet. Ça reste normalement un projet lequel nous allons exécuter voilà, d'une même manière de sa globalité. Et normalement, à partir duquel nous allons générer une marge globale qui est unique, qui est prédéterminée au démarrage ou bien sûr à la souscription ou bien à la signature de contrat. Et que les contrats sont exécutés simultanément ou l'un après l'autre sans interruption, que ce soit les contrats ou bien les lots doivent être exécutés dans un même le processus, que ce soit chacun s'exécute bien sûr au bon moment et l'un après l'autre. Ça dépend bien sûr de l'obligation voilà, de donner la priorité d'un lot par rapport à l'autre. Alors, la composition des produits et des coûts des contrats de construction. Pour les produits sont constitués des éléments suivants. Le montant initial prévu dans le contrat. Les modifications dans des travaux sous condition. Parce que normalement, la majorité des constructions, et même si l'architecte il prévoit une conception, mais parfois il se peut qu'il arrive d'autres modifications. Mais ce condition c'est s'il a été mentionné et ce que bien sûr chaque modification exige une rémunération pour le constructeur, d'accord? Des réclamations se conditionnent parfois que des éléments ont été non pas bien estimés par que ce soit par le constructeur, soit par le client, soit par les ingénieurs, ainsi de suite. Ce qui est fait, ils peuvent donner bien sûr des réclamations des deux parties. Ce qui est fait, ils doivent aussi prendre ces éléments-là. Et des primes de performance ce condition, ça exige, bien sûr, ça exige, il est inclus aussi normalement aussi dans le contrat conclu entre les deux parties. Alors, il faut signaler que les produits sont généralement révisés sur la base de nouvelles informations disponibles. Nous avons parlé de ça, la révision des prix suite à la variation des prix sur le marché des matières premières. Voilà. Alors que les coûts, ils se composent des éléments suivants, ci-après, les coûts directement liés au contrat, tout ce qui est conclu dans le contrat, les coûts attribuables au contrat en général et qui peuvent être imputés au contrat,
tels que l'assurance, l'assistance technique, les frais généraux et les coûts d'emprunt, d'accord? Tous les autres coûts qui peuvent être imputés au client selon le contrat, par exemple, s'il y a une modification, elle peut générer d'autres charges aussi. Et les coûts ci-après ne sont pas inclus dans le coût de contrat, tels que le coût d'administration de l'entreprise, dont le remboursement n'est pas spécifié dans le contrat, et le coût bien sûr de vente. Voilà. Parfois, l'entreprise peut supporter les déclarations des charges sociales et fiscales des salariés, les charges patronales aussi, les assurances complémentaires et ainsi de suite. Donc, ces éléments-là, s'ils ne sont pas spécifiés et mentionnés dans le contrat, ils ne sont pas remboursés par le client au constructeur. Passons maintenant à la comptabilisation. La comptabilisation, s'il vous plaît, elle se fait toujours en déterminant le pourcentage d'avancement, d'accord, et de déterminer le bénéfice, le pourcentage de bénéfice réalisé en prenant en considération le pourcentage d'avancement. J'espère que vous avez bien sûr vu en comptabilité approfondie comment on détermine ces éléments-là plus en détail. Alors, la norme IFRS 15, comme dans l'IAS 11, la ancienne norme qui a été abrogée et substituée et remplacée par la norme IFRS 15, impose de comptabiliser les contrats de construction selon la méthode de pourcentage de l'avancement lorsque le résultat peut être estimé d'une façon fiable. D'accord? Donc, on peut estimer d'une façon fiable normalement les prix, sachant que les prix ils peuvent être aussi qu'ils arrivent normalement à être changés via la révision des prix d'une année à l'autre, ce qui fait, mais normalement on doit déterminer le pourcentage d'avancement selon bien sûr les coûts estimés et les coûts réels. Ok? La méthode d'avancement consiste à rattacher les produits au coût pour parvenir au degré d'avancement. Le degré d'avancement peut être également déterminé sur la base des éléments suivants. Les coûts encourus à la date d'arrêté, ça veut dire quoi? Les coûts réels encourus, ça veut dire quoi réellement dépensés, que divise le coût total estimé. Ça veut dire quoi le coût total estimé jusqu'à la fin de contrat. Le coût global estimé. Quel serait le coût global de ce projet-là et quel serait le coût réellement engagé? Donc, par exemple, j'estime d'engager dans un projet 1 million de dirhams et à la fin de la première année, j'ai dépensé réellement 200 000 dirhams. Donc, le degré d'avancement de les dépenses, c'est 200 000 que divise 1 million, c'est 20%. D'accord? L'examen des travaux exécutés et l'avancement physique de travaux, de contrats, ça veut dire quoi? Que je dois justifier qu'il y a vraiment un avancement réel des travaux. Examen des travaux exécutés, il se fait par les spécialistes tels que les ingénieurs, voilà, les architectes, les bureaux d'études bien sûr qui font le suivi des contrats et d'exécution du contrat au fur et à mesure ou bien au fil de la durée d'exécution du contrat. Alors, le changement de la méthode de calcul du pourcentage d'avancement est traité comme un changement d'estimation selon les dispositions de la norme IAS 8 qui exécute les changements de méthode d'estimation. Alors, le résultat peut être estimé de façon fiable dans les conditions suivantes. Et le résultat, normalement, il peut être se distinguer d'un contrat à l'autre. Ça dépend du type de contrat. Ça dépend qu'il s'agit d'un contrat forfait ou bien d'un contrat en régie. Alors, pour le contrat en forfait, je fais un petit rappel dans ce sens-là. Parce que le contrat en forfait, comme nous avons dit, qu'il s'agit normalement d'un contrat dont les prix de rémunération sont définis au moment de conclusion du contrat. Alors que le contrat en régie, c'est ce que bien sûr normalement la rémunération se fait sur la base d'un pourcentage du coût engagé ou bien sûr de l'avancement normalement de projet. Alors, le résultat bien sûr peut être estimé concernant le contrat forfait. Le total des produits du contrat peut être estimé de façon fiable. C'est la première condition. La deuxième,
il est probable que les avantages économiques attachés au contrat iront à l'entité. OK? La troisième condition, c'est à ce que, bien sûr, les coûts de transmission, les coûts de terminaison et le degré d'avancement du contrat peuvent être évalués de façon fiable à la date de clôture. Il y a des techniques utilisées par les spécialistes pour déterminer le degré d'avancement. D'accord? Parce que le projet, il est réparti en plusieurs tâches. Donc, chaque tâche est effectuée et il est considéré comme, exécuté. Il est considéré, bien sûr, comme il se prend en considération dans le calcul, bien sûr, de tout pourcentage d'avancement. Et les coûts attribuables au contrat sont identifiables, mesurables et peuvent être rapprochés avec les prévisions antérieures. Ça veut dire quoi? Que tous les coûts, bien sûr, de contrat doivent être normalement bien ficelés et comparés avec les autres, bien sûr, des exercices antérieurs. Concernant le contrat en régie, c'est plus simple de déterminer, bien sûr, le résultat. Il y a tout simplement que deux conditions. La première, à ce que, bien sûr, les avantages économiques iront bien sûr à l'entité. Ça veut dire quoi? Les produits seront bien sûr à l'entité constructeur. Et aussi que les coûts attribuables au contrat sont identifiables et peuvent être évalués de façon fiable. C'est ce qu'on appelle la condition majeure, c'est à ce que ou bien la condition phare, à ce que bien sûr les coûts, ils doivent être identifiables d'une manière fiable et de manière précise, comme c'était conclu dans le contrat. Alors, toujours dans le cadre de comptabilisation des comptes des produits, lorsque le résultat ne peut être estimé de façon fiable, ça veut dire quoi? Une fois que les coûts ne peuvent être évalués de manière fiable, les produits ne sont pas comptabilisés qu'à hauteur des coûts encourus et qui sont recouvrables par l'entité. Une fois qu'on ne peut pas évaluer le résultat, les produits qui sont tout simplement comptabilisés juste pour les coûts engagés qui doivent être recouvrables par l'entité constructeur. Les coûts encourus doivent être comptabilisés dans les charges de la période pendant lesquelles ils ont encouru. C'est le rattachement normalement à l'exercice de leur engagement. Alors, les pertes attendues sur les contrats de construction sont immédiatement comptabilisées dans le résultat de la période comptable considérée. Ce sont parmi les conditions pour ne pas reporter sur plusieurs exercices la perte d'un exercice à l'autre. Dans la pratique, le suivi du contrat de construction s'avère très lourd et nécessite la mise en place d'un système d'outils de gestion très élaboré pour avoir plus d'informations fiables dans des délais adéquats. Ça veut dire quoi? Que vous devez avoir normalement des personnes qui comprennent bien l'exécution des contrats de construction et d'avancement normalement de travaux. C'est vraiment normalement une tâche très 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 lourde, une tâche très très difficile dans la réalité. Donc, mais ça nécessite normalement une gestion rigoureuse, une gestion assez stricte afin de valoriser le résultat d'une année à l'autre. Alors, parmi les informations à fournir pour les contrats de construction, la norme prévoit plusieurs informations à fournir, parmi lesquelles le montant des produits du contrat comptabilisé dans le compte du résultat, la méthode utilisée pour estimer les produits dans le compte du résultat, ça veut quoi? Que ce soit en matière normalement de calcul comme la troisième information d'avancement et l'estimation de pourcentage de profit par exercice, montant du coût encouru, montant des résultats comptabilisés qui sont calculés par les produits et par normalement l'avancement, montant des avances reçues, c'est lié à avances reçues par le client, montant des retenues, parfois parce que le client il retient un pourcentage appelé retenue de garantie et qui ne peut être versé jusqu'à la fin d'exécution totale de tous les lots de projets, et montant des actifs et passifs vis-à-vis des clients relatifs
au contrat s'il y en a normalement des actifs et des passifs liés au contrat de construction. Prenons s'il vous plaît un exercice d'entraînement sur les contrats de construction. Voilà cet exercice. La société BTP a signé un contrat de construction sur 3 ans avec un client au cours de l'année 2018. Les données relatives à ce marché sont les suivantes. D'accord? Sont les suivantes, pardon. Bon. Donc, le chiffre d'affaires prévu dans le contrat au démarrage de la signature, c'est 200 000 dirhams. C'est-à-dire, c'est avant de procéder à la révision des prix. Ok? Le coût de l'année 2018, c'est le coût réel de la première année, 40 000. Le coût estimé pour l'année 2019, c'est estimé, c'est pareil. Jusqu'à présent, on est toujours dans 2018. C'est 90 000. Le coût estimé pour 2020, c'est 60 000. Donc le coût total estimé, c'est 40 000 plus 90 000 plus 60 000, ça va donner 180 000. Ce qui fait le résultat estimé égale 200 000 moins 10 000 égale directement 10 000. Alors, passez les écritures nécessaires voilà, sans prendre en considération l'impact de TVA. Ça nécessite pas, bien sûr, c'est pas important de le traiter ici, parce qu'on ne fait pas le traitement fiscal, on fait le traitement comptable des éléments. Alors, le pourcentage d'avancement et se calcule en prenant en considération le coût réel sur le coût total estimé. C'est 40 000, si je reviens ici, c'est 40 000 normalement c'est 40 000 de coût réel que divise normalement le coût total estimé. D'accord? Donc c'est les deux ainsi de suite. Donc automatiquement, ça va donner 21,05%. Alors que les ventes du 2018, c'est 200 000 fois le pourcentage d'avancement. Ça veut dire quoi? Comme quoi nous avons vendu 21,05% de projet total. C'est 42 105. Donc le résultat ça est combien? C'est les ventes s'élèvent à 42 105 et le coût réel c'est 40 000. Donc le résultat égale 2105. Soit normalement, si on prend le résultat global qui est de 10 000 dirhams, si on la multiplie fois 21,05, ça va donner normalement le même résultat, c'est 2105. C'est 21,05 de résultat global. Voilà la comptabilisation, bien sûr, que nous allons prendre en considération. C'est tout simplement on débute tout d'abord les charges engagées, matières premières, salaires, ainsi de suite, engagées en cours 2018, 40 000 dirhams. Banque ou bien caisse ou bien dette s'ils ne sont pas encore payés. Et j'ajoute voilà une écriture, c'est de vente de 42 105 et je crédite le compte client facture à établir 42 105. Pourquoi? Pourquoi j'ai pas mettez normalement directement client? Parce que le contrat n'est pas encore achevé à 100%. C'est juste normalement un pourcentage de contrat qui a été seulement achevé. Ce qui fait, je comptabilise juste la partie du contrat achevé et payé parfois par le client, pardon. En 2019, et avec révision des prix, les montants ils ont été modifiés. Chiffre d'affaires prévu dans le contrat, il est passé de 200 000 à 220 000. Le coût réel 2018 marche toujours 40 000. Le coût réel estimé, c'était en 2019. Ici, si je reviens normalement
à cet exemple, le coût estimé c'était 90 000. Mais après révision des prix, le coût estimé était à 80 000. Et le coût estimé pour 2020, c'est 80 000. C'est modifié aussi, d'accord? Avec la révision des prix, bien sûr, normalement c'est à 80 000. Donc le coût estimé global, c'est 40 000 plus 80 000 plus 80 000, ça va donner 200 000. Et la différence entre le chiffre d'affaires prévu et le coût estimé, 220 moins 200 000, ça va donner un résultat de 20 000. Alors, le pourcentage d'avancement, c'est le coût réel 2018-2019, 40 000 plus 80 000, c'est 120 000, que divise le coût global le coût de projet global qui est estimé fin 2020, fin 2019 à 200 000, soit un total ou bien un pourcentage d'avancement global de 60 000. Donc comme ça, on détermine aussi les ventes qui s'élèvent normalement à 200 000 fois 220 000 fois 60%, qui est de 80. Bien sûr, je dois déduire les ventes de 2018 qui s'élevait normalement à 42 105. Donc, il nous reste pour 2020, pour 2019, 89 895 km dirhams. Le résultat, bien sûr, c'est 9 880. Pourquoi? Parce que les coûts, ils ont été estimés à 80 000. Si je mets la différence entre 89 895 moins 80 000, ça va donner 9 895. Et le résultat cumulé, si le total des deux, c'est 2105 plus 9 895, ça va donner 12 000 km dirhams. Ok? C'est la même écriture comptable. Je comptabilise les charges contre banque. Je comptabilise aussi client, facture à établir, contre sceller les ventes. Ok? Et pour l'exercice 2020, aussi, je dois prendre en considération la révision des prix. Et il a donné une modification dans le chiffre d'affaires. Il a donné une modification de l'éco réel de 2020. Le coût réel 2018, c'était 40 000. 2019, c'était 80 000. 2020, il s'élève à 80 000. 90 000. Ce qui fait soit un total de 210 000 en matière de coût estimé ou bien de coût réel. C'est le coût réel normalement à fin 2020 ou bien à la fin du contrat de 3 ans. La différence entre 280 000 comme chiffre d'affaires moins le coût estimé, ça va donner 30 000, d'accord? Et le pourcentage d'avancement, ça va donner bien sûr combien? 100%, bien sûr, c'est le coût réel 2018, 2019, 2020, que divise le coût réel de projet à fin 2020 qui s'est élevé à 210 000, soit 100%. Alors, le résultat égal à combien? C'est 240 000 fois 100%, bien sûr, moins 42 000, moins 89 885, qui s'élève normalement à 108 000 km dirhams. Le résultat, c'est 18 000. 18 000, c'est 108 000 moins 90 000. D'accord? Pour l'exercice 2020. Parce que normalement, les charges s'élèvent à 80 000 et les produits s'élèvent à 108 000. Ce qui fait la différence entre les deux, ça va donner bien sûr un résultat de 18 000 dirhams. Le résultat cumulé, c'est le 2018, 2105, 2019, 9 895, 2020, 18 000. C'est un résultat global de 30 000 dirhams, comme ça a été bien sûr bien détaillé ici entre les deux. Voilà, 240 000 moins 210 000, il a donné un résultat global de 30 000 dirhams comme résultat de ce projet-là. Ok? Voilà, donc j'ai bien sûr voilà, expliqué la partie du contrat de construction. J'ai avec un petit exemple dans ce sens-là. Maintenant, on passe euh, au produit des activités ordinaires. Ok?
Bon, deuxième section, produits des activités ordinaires. Donc, le traitement de cette partie-là sera détaillé comme suite. Définition, évaluation des produits des activités ordinaires, comptabilisation des produits des activités ordinaires, euh, et aussi les informations à fournir, avec bien sûr des exercices d'entraînement sur les activités, sur les produits des activités ordinaires. Alors, je reviens. Les produits des activités ordinaires sont les entrées brutes d'avantages économiques au cours de la période dans le cadre de l'activité ordinaire de l'entreprise lorsque ces entrées contribuent à l'augmentation de capitaux propres. Je vends des produits, ok, c'est un produit, mais ça va donner bien sûr une augmentation des résultats. Donc normalement, le fait qu'un résultat augmente, automatiquement, les capitaux propres vont être augmentés parce que l'affectation des résultats, elle génère l'augmentation des réserves, elle génère normalement l'augmentation aussi des reports et des parties non distribuées sous forme de dividendes. Ce qui fait normalement, les produits, ils augmentent ce qu'on appelle de manière indirecte les capitaux propres. Voilà. Elles sont normalement dites activités ordinaires. Ça veut dire quoi? Du cycle normal d'activité de l'entreprise. D'accord? Alors, l'évaluation des produits des activités ordinaires. Les produits des activités ordinaires sont évalués à la juste valeur. Ça veut dire quoi? À leur valeur au moment où ils sont évalués. Ça veut dire quoi? Qu'on doit prendre en considération la notion d'actualisation. Est-ce que c'est clair? La notion d'actualisation veut dire quoi? La valeur actuelle. La valeur, la juste valeur au moment, bien sûr, où on procède à l'évaluation de ces produits-là. D'accord? Au comptant de la contrepartie reçue ou à recevoir, tenant compte des remises, des rabais et accordés, bien sûr, à l'entité. Ça veut dire quoi? La juste valeur de tout ce que nous allons, que ce soit encaissé maintenant ou bien encaissé ultérieurement. Tout ce qui va être encaissé maintenant, leur valeur actuelle, c'est la valeur d'aujourd'hui. Mais ce que je vais encaisser ultérieurement, je dois l'actualiser normalement pour déterminer sa valeur d'aujourd'hui. Alors, dans le cas d'un paiement différé, l'analyse doit être affinée pour le calcul des intérêts correspondants. Une fois qu'il y a normalement un paiement différé, ça veut dire quoi? Le vente, mais le règlement n'est plus en totalité au comptant. Vente normalement avec des paiements différés, avec normalement des encaissements différés. Donc ici, entre la valeur actuelle de cette créance et le montant à encaisser ultérieurement, la différence égale tout simplement, ça va donner ce qu'on appelle un intérêt généré par le fournisseur vis-à-vis de son client. À savoir que le calcul d'intérêt correspondant, il correspond normalement à la différence entre la valeur nominale et la valeur actuelle. Maintenant, par exemple, je vais encaisser d'ici 2 ans 100 000 dirhams, mais quelle est sa valeur actuelle? Par exemple, 90 000 dirhams. Donc la différence entre les deux, ça va donner ce qu'on appelle un intérêt. En effet, la partie d'intérêt est comptabilisée dans le résultat financier, bien sûr, comme un produit financier de l'entité. Alors, on passe directement, troisième partie, c'est la comptabilisation des produits, des activités ordinaires. La comptabilisation des activités ordinaires prend normalement plusieurs formes. Ça dépend qu'il s'agit des ventes de biens ou bien de prestations de services ou bien des intérêts, des redevances et aussi des dividendes. Revenons au premier axe, à savoir les ventes des biens. Alors, la comptabilisation des produits des activités ordinaires liées à la vente de biens est soumise aux conditions cumulatives suivantes. Ça veut dire quoi? Ces conditions, elles doivent être toujours respectées pour la comptabilisation des biens, des ventes des biens et services. Le transfert de la quasi-totalité des avantages liés à la propriété de biens. Ça veut dire quoi? Un bien, je fabrique un produit, quand je le vends à mon client, je n'ai pas le droit bien sûr de supporter les risques liés à ce produit-là une fois que le bien est entre les mains du client.
Ok? L'entité a cessé de s'impliquer dans la gestion et dans le contrôle de biens cédés. Une fois que je le vends, je cesse bien sûr dans le contrôle et dans la gestion de ce produit-là. Le montant de produit peut être évalué de façon fiable. Je dois. C'est pas une évaluation tout simplement forfaitaire ou bien aléatoire. L'évaluation doit être fiable. Ça veut dire quoi? Quel est son coût de revient? La marge, voilà le prix de vente, automatiquement. Il est probable que les avantages économiques associés à la transaction iront à l'entité. Ça veut dire quoi? Que les avantages économiques de ce bien ne seront pas bien sûr à l'entreprise, mais au client. Et que les coûts, et aussi bien sûr, quand on parle des avantages économiques, je parle à ce que quand je vends, je reçois un produit, le produit ça va augmenter le résultat ça va augmenter normalement les capitaux propres. Ce qui est fait, le produit, normalement, ça va donner normalement des avantages économiques à l'entité ou bien à l'entreprise vendeuse de produits. Les coûts de transaction peuvent être aussi évalués de façon fiable, comme ça a été bien déterminé, comme bien sûr normalement dans dans le cadre bien sûr des produits. Et que le transfert des risques et des avantages peut intervenir à la date de transfert du titre de propriété ou à une date ultérieure différente. C'est forcément parce que quand je vends, je peux donner garantie. Et tant que je viens de donner garantie, donc il n'y a pas de transfert de la quasi-totalité des risques maintenant. Parce que s'il y a d'anomalies sur le produit, c'est à moi normalement de supporter cette anomalie-là. Ce qui est fait, quand est-ce que normalement je cède la quasi-totalité des avantages, c'est jusqu'à échéance normalement déterminée entre les deux parties. L'entité conserve les risques importants relatifs à la propriété dans les cas ci-après. Quand est-ce que normalement on garde le risque? Lorsque l'entité conserve une obligation en raison d'exécution non satisfaisante, non couverte par les clauses de garantie normale. Par exemple, nous avons conclu bien sûr par exemple normalement sur un produit, mais le produit il ne répond pas à 100% normalement aux conditions qui ont été conclues dans le contrat. Donc, le client il a le droit de conserver l'avantage normalement à ce que les risques seront ou bien iront normalement à l'entité fabricante de ce produit-là. Lorsque la réalisation du produit d'une vente est conditionnée par la vente des biens concernés par l'acheteur. Ça veut dire quoi? Quand le client il donne le contrat, il a conditionné à ce que s'il vend le produit, donc je me désengage dans par exemple, parfois vous achetez un produit et vous trouvez bien sûr que ce produit-là est là normalement de défaut. Vous le remettez à votre vendeur et le vendeur il le remet bien sûr aussi au constructeur. D'accord? Donc, si le vendeur ou bien le vendeur, bien sûr, normalement, ou bien le client d'usine qui a acheté le bien, il a le droit d'être normalement bénéficiaire de la couverture du risque jusqu'à bien sûr ce que ces clients acceptent l'achat de produits sans contrainte. Les biens aussi sont livrés sous réserve de leur installation. Ça veut dire quoi? Quand je vends un bien et que je dois bien sûr procéder à l'installation, donc la vente ne donne pas automatiquement le désengagement des risques liés au projet. Lorsqu'aussi l'acheteur a droit d'annuler le contrat dans les conditions prévues à l'avance sans que l'entité n'ait en estimation de la probabilité du recours à cette clause d'annulation. Ça veut dire quoi? S'il y en a normalement, si le client peut procéder à l'annulation de contrat, donc je dois assumer toujours les risques. Donc les charges, lorsque les charges liées à une transaction de vente de biens, garantie, droit de retard, service après-vente, ne peuvent être pas évaluées de façon fiable. Lorsque ces charges ne sont pas identifiées de façon fiable, les produits des activités ordinaires afférentes à cette même transaction ne sont pas comptabilisés. Donc, une charge n'est pas évaluée de façon fiable, son produit n'est pas comptabilisé automatiquement. La norme IFREC 13, qui a été abrogée normalement,
il vient tout simplement de donner plus de détails et comment bien sûr la comptabilisation de ces éléments-là, parce que les FREC, c'est Interpretation Committee, ce sont des interprétations fournies par la Fondation IFREC pour clarifier les normes IFE et IFRS. Pour les prestations de services, le produit relatif à des prestations de services est comptabilisé en fonction du degré d'avancement. Il faut faire attention. Je vais vous donner bien sûr un exemple comme ça. Par exemple, prestation de service. Nous avons signé un contrat pour fournir des prestations de service pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est le traitement de ces prestations, il se fait comme nous avons déjà vu dans le contrat de construction, c'est sur la base du pourcentage d'avancement de la prestation. À la date de clôture, c'est le produit peut être estimé de façon fiable. Le montant de produit peut être aussi être évalué de façon fiable dans les conditions cumulatives suivantes. Le produit peut être évalué de façon fiable. Il est probable que les avantages aussi iront à l'entité. Le degré d'avancement peut être évalué de façon fiable à la date de clôture. Les coûts relatifs à la transaction peuvent être évalués de façon fiable parce que si les coûts ne sont pas identifiés de façon fiable, aussi les produits ne sont pas comptabilisés. Dans le cas où les conditions de fiabilité ne sont pas respectées, comme je vous ai dit, l'entité comptabilise le produit à hauteur du coût encouru et recouvrable. Et ne sont pas, je ne peux pas comptabiliser la totalité des produits, juste les coûts, comme c'était bien sûr dans le cas des contrats de construction, comme nous avons déjà estimé. C'est la nouveauté normalement qui a été inventée par la norme IFRS, c'est pour impliquer, c'est pour insister pour les entités d'être voilà, bien précis et bien fiable en matière normalement d'évaluation des coûts et des produits liés normalement à chaque contrat. Ok? Donc voilà, on passe au troisième élément, à savoir les intérêts, les redevances et dividendes. Ces éléments sont comptabilisés en produits des activités ordinaires dans les conditions suivantes. Les avantages économiques de la transaction errant à l'entité et le produit peut être évalué de façon fiable. D'accord? Les avantages économiques, on parle d'avantages économiques juste. C'est toujours dans ce cadre-là, qui est bien sûr normalement inventé par les normes IFRS. Intérêt comptable pour la méthode de taux d'intérêt effectif. Nous avons déjà parti et parlé sur l'avantage économique, le taux d'intérêt effectif, comment se calcule-t-il, surtout tel le cas des actifs financiers détenus jusqu'à échéance, et tel que bien sûr le cas des passifs financiers. Les redevances, elles sont calculées au fur et à mesure qu'elles sont acquises suivant les dispositions de contrat entre les parties, sous forme d'encaissement périodique, et dividendes comptabilisés lorsque le droit de l'actionnaire à recevoir est établi. C'est à la fin d'exercice où on constate qu'il y a produit, qu'il y a résultat bénéfice de l'entreprise bénéficiaire. Voilà, où nous avons des participations et que nous allons encaisser et engendrer des avantages économiques sous forme de dividendes. Les informations à fournir toujours dans ce cadre-là, l'entité doit fournir les informations suivantes. Les méthodes comptables retenues pour la comptabilisation des produits des activités ordinaires, y compris les méthodes de détermination d'avancement. Le montant de chaque catégorie significative des produits des activités ordinaires. Ça veut dire quoi? C'est le fait de répartir normalement les éléments. D'accord? Le montant des produits des activités ordinaires provenant des échanges de biens et services. Ok? Et les profits et pertes éventuels selon la norme IS 37. C'est autre norme qui traite les profits et les pertes sur cession de biens et sur normalement cession aussi de titres et ainsi de suite. Alors passons maintenant aux exercices d'entraînement. Donc nous allons traiter 3 exercices. C'est afin de prendre l'idée
sur le traitement comptable en normes IFRS des produits, des activités ordinaires. Voilà le premier exercice portant sur les activités des produits des activités ordinaires. Alors, le 1er janvier 2019, la société Minotaur a vendu une machine pour un prix de 10 000 km/h. La société a accordé un entretien gratuit. Il n'y a pas de frais, pas de service vendu dans cet exemple-là, sur une période de garantie qui est de 2 ans. Dans cet exemple, j'ai pris l'exemple normalement sans prise en considération de l'impact et de l'effet d'actualisation, sur l'impact de TVA et sur l'impact normalement des frais et de services d'entretien. D'accord? C'est juste normalement un paiement différé. Alors le tableau, c'est de se présenter les périodes et les coûts estimés des entretiens. D'accord? Même si c'est ça bien sûr d'un entretien, c'est un entretien gratuit. Donc 10 000. Voilà 100 000 à la fin de 2019 et 100 000 à la fin de 2020. Faire passer les écritures comptables liées à cette opération. L'écriture comptable sera comme suite. Le produit des activités ordinaires à comptabiliser est déterminé selon la formule suivante. Prix de vente de la machine égale le prix de vente conclu le contrat moins les frais d'entretien, d'accord? Parce que ne sont pas des frais vendables, ce sont des frais supportés par l'entité. L'impact d'actualisation n'est pas pris en compte, ce qui fait la comptabilisation au 1er janvier, le jour de la conclusion du contrat, je crédite le compte client et compte rattaché contre vente de biens ou bien de produits. Et le produit constaté d'avance de 200. Pourquoi 200 produits constatés d'avance? Parce que normalement, c'est un produit que je vais normalement réaliser au fur et à mesure, une fois que normalement j'exécute l'entretien. Si j'exécute l'entretien, je vais encaisser la différence. D'accord? Donc je le constate ici comme un produit constaté d'avance. Parce que je ne vais pas bien sûr l'encaisser maintenant jusqu'au fin 2019 et jusqu'au fin 2020. Donc fin 2020 et fin 2019, c'est la même écriture comptable. Je débite le compte produit constaté d'avance et je crédite le compte vente de produits. Comme ça, la vente sera ramenée à 10 000 dirhams qui a été conclu de le contrat. Ce qui fait, c'est comme quoi que au préalable, le montant c'était 9 800. Mais avec les entretiens entre les 2 années, je vais ramener le prix de vente à 10 000 qui est le prix à encaisser globalement auprès du client. Deuxième exemple, cette fois-ci nous allons prendre en considération l'effet d'actualisation. Le 30 juin N, l'entreprise a vendu un équipement industriel pour un prix de vente de 600 km/h avec un paiement fractionné, le 1 tiers à 90 jours, le 1 tiers après 1 an et 1 jour, le 1 tiers après 2 ans et 1 jour. D'accord? Sur la période, le taux d'actualisation égale à 5%. Du fait l'octroi d'un paiement différé, significatif au client supérieur à un an, l'entreprise procède à un calcul d'actualisation. Je reviens s'il vous plaît. Si je reviens ici, ici. Voilà, prestation de service, ou bien en matière normalement des ventes de biens et services aussi, même ici. D'accord? Est-ce que les produits relatifs aux prestations de service sont comptabilisés en fonction de degré d'avancement de prestations de service? Ça veut dire quoi? Je dois prendre en considération le degré d'avancement. Si je reviens aussi normalement à notre condition concernant les ventes de biens et services, que je dois prendre en considération ici, voilà ce qu'on appelle la contrainte de quoi? D'actualisation. Ok? Il est mentionné ici. Est-ce que normalement je dois
prendre toujours en considération la contrainte de quoi? D'actualisation du quoi? Pour déterminer, pardon, je reviens à notre, voilà, c'est ici. À ce que bien sûr, dans le cadre des paiements différés, ok? Dans le cadre des paiements différés, l'analyse doit être donnée, le calcul d'intérêt correspondant, bien sûr, entre la valeur nominale et la valeur actualisée. Je dois actualiser les encaissements ultérieurs et leur valeur nominale. La différence, ça va donner ce qu'on appelle un intérêt à comptabiliser dans le résultat financier. Alors, je reviens à mon exercice. Donc, de fait, deuxième tiré, de fait, l'octroi d'un paiement différé significatif au client est supérieur à un an, d'accord? L'entreprise procède à un calcul d'actualisation pour tenir compte de la composante de financement. Sur la base du taux de 5%, on obtient les produits financiers suivants. Pour l'échéance pour normalement les éléments de 82 jours, je ne vais rien actualiser. Pourquoi? Parce que c'est moins d'un an. Je vais actualiser tout ce qui est plus d'un an. Ok? Plus d'un an, la première année. Donc, c'est 200 km, mais je viens avec 240 km, c'est 600 000. Pardon, je mets ici 600 que divise 3, ça va donner 200. D'accord? Donc, 200, d'accord? Multiplié fois 200, normalement, que divise 1,05, c'est l'actualisation, c'est ou bien je vais multiplier 200, ou bien 200, je vais 200 fois 1,05 à la puissance moins 1, ok? Ou bien 1,05 fois à la puissance moins 2 pour le deuxième paiement. Donc, en totalité, le premier, ça va donner un intérêt de 9,5 km dirham. Le deuxième, ça va donner un intérêt de quoi? De 18,6 km dirham. Donc, dans le total des intérêts, 9,5 plus 18,6, ça va donner 28,1 qui doit être déduit de la valeur nominale et porté dans le compte de produits financiers sous forme d'intérêt, ou bien sous forme d'intérêt, bien sûr, qui va générer une augmentation du résultat financier. Alors, la comptabilisation sera comme suit. Dans le 36, vente de produits, clients et contrats attachés, d'accord? Au 36, 36M, vente de produits à 571,9. Produits constatés d'avance 28,1. Ce sont des produits, c'est la différence entre la valeur actuelle et la valeur d'encaissement ultérieure. Ce sont ces clients et contrats attachés. Au 31, je vais annuler une partie je vais acheter une partie de vente de produits 9,5 comme produit constaté d'avance. D'accord? Aussi, je dois annuler aussi produit constaté d'avance 18,2 comme 18,6 en 30 juin N+2 pour l'intérêt de la deuxième année. Comme ça, j'annule et comme ça, je fais normalement des comptes schématiques. Qu'est-ce que je vais trouver? En finalité, vente de produits contre client et compte attaché, 600, c'est 600. Mais puisque normalement, on a ici un paiement différé sur plusieurs années, donc je dois prendre en considération cet effet-là dans le compte de produits constaté d'avance et comme normalement un produit financier à annuler ultérieurement. Ok? Rappelez-vous, s'il vous plaît, cet élément-là, nous allons revenir à cet objectif-là. Alors, dans le troisième exemple, si je prends la ventilation du prix de transaction aux obligations de contrat, comme nous avons dit auparavant, dans cette partie-là, à ce que les produits relatifs aux prestations de services sont comptabilisés au degré d'avancement de prestations à la clôture et le produit peut être estimé de façon fiable. Ça veut dire quoi?
que je dois comptabiliser juste tout simplement tout ce qui est réellement exécuté. D'accord? Et là, je dois distinguer les frais de produit et aussi les frais liés à l'avancement des prestations de services. Ok? Alors, l'entreprise B est spécialisée dans la fourniture du matériel du bureau. La fourniture du matériel du bureau. Il propose à ses clients une offre globale comprenant la fourniture du matériel et de prestations de maintenance associées d'une durée de 3 années renouvelable, identifiées chacune comme des biens et services distincts. Quand on parle de distinction, donc ici, chacun doit être, voilà, traité d'une manière distincte entre les deux. Ça veut dire quoi? Machine tout seul et les prestations de services aussi doivent être traitées d'une manière distincte. Sur la base d'une ventilation des prix global contractuels, le montant des prestations de maintenance est égal à 10% de prix de matériel vendu. Ok? Alors, en Inde, la société a vendu des offres globales pour 9 millions de dirhams, comprenant 8182 km dirhams de matériel et 818 de prestations de services. Ok? Donc, 818 de prestations de services et 8100, c'est 10% des machines, bien sûr. Donc, en fonction de l'avancement de leur exécution 5%, cette année, nous avons avancé jusqu'à 5%. Donc, le montant de prestation de service à inclure de l'offre globale, c'est le montant qui est de 818 multiplié fois 5% de pourcentage d'avancement. Ça va donner normalement 41 que le Maroc dirham. Alors, le total des produits et des revenus à prendre en considération, c'est 8120. D'accord? 8120 comme, normalement, 8120 comme prix de matériel, plus 41 que le Maroc dirham, ça va donner 8223 que le Maroc dirham comme normalement montant de revenus, de produits, des activités ordinaires pour l'exercice N tout court. Enfin, le montant de prestations déférées, شحال بقات؟ كانت عندنا 814 نقص من 41 تبقى لنا 771 pas en cours différé. Donc, c'est un produit constaté d'avance, à constater comme un produit constaté d'avance. Donc, je dois comptabiliser vente contre clé ou contre attaché et produit constaté d'avance 777 comme montant. J'ai pas fait la comptabilisation, la comptabilisation de cet élément-là. Et comme ça, j'arrive bien sûr à terminer la partie première, ou bien le premier axe, traitant le traitement des produits, à savoir les contrats de construction et les produits des activités ordinaires. Et je passe maintenant au traitement de l'impôt sur le résultat selon les consignes du l'EAS 12. Bon, le traitement de cette norme, l'EAS 12, pour le traitement, pardon, nous allons évoquer les éléments suivants: le champ d'application de cette norme, la définition quelques définitions appropriées, aussi la comptabilisation de chacun de ces impôts et l'évaluation normalement, comment on détermine la présentation et les informations à fournir, ainsi que aussi la contrepartie des produits différés et les exercices d'entraînement pour cette partie. Ok? Alors, revenons à la norme. Le champ d'application
Parce que la norme EAS 12 s'applique à la comptabilisation des impôts sur le résultat, aussi bien locaux qu'étrangers, y compris les retenues à la source payables par une participation à l'entité présentant les états financiers. Ça veut dire quoi? Il s'applique sur les impôts sur les résultats, qu'ils soient locaux, qu'ils soient étrangers, qu'ils soient payables, qu'ils soient bien sûr retenus. Définition. Un passif d'impôt différé, un passif d'impôt différé est le montant de l'impôt payable dans le futur, résultant des différences temporelles imposables. Alors que la norme normalement EAS 12, elle traite la comptabilisation et la présentation de l'impôt sur les bénéfices dans les états financiers, ainsi que des informations à fournir relatives à cet impôt. Ça veut dire quoi? C'est sur la base de tout ce qui est normalement impôt exigible et tout ce qui est bien sûr impôt non exigible. Maintenant, d'accord? Donc, l'impôt non exigible, ce qu'on appelle l'impôt différé. Donc, la norme elle impose aux entreprises de comptabiliser l'impôt exigible ainsi que les impôts différés aussi bien qu'actifs ou bien que passifs. Alors, l'impôt différé, il correspond au flux d'impôts futurs auquel l'entreprise sera assujettie à raison du décalage entre la base comptable et la base fiscale. Par exemple, je constate une provision pour risque et charge, ok, mais ultérieurement, cette provision pour risque et charge sera transférée comme produit, et le produit, quand il sera constaté, ça va donner un impôt. Donc, au moment où je constate un impôt, la provision, il n'y a pas d'impôt exigible, parce que c'est tout simplement la constatation de la provision pour risque et charge. Mais ultérieurement, une fois que je procède à l'annulation de cette provision-là, ça va donner lieu à un impôt. Donc, l'estimation d'un impôt dans le futur est appelée l'impôt différé. C'est un impôt qui est différé, c'est un impôt à payer de le temps, ou bien c'est un impôt à recouvrable de le temps. Ça de quoi? C'est pas forcément que toujours que je dois payer, mais il se peut que je vais recouvrer aussi dans le futur un impôt. Donc, ce qui va donner bien sûr deux types d'impôts, qu'il soit un impôt différé actif ou bien un impôt différé passif. Alors, un passif d'impôt différé, un passif. Ça veut dire quoi? Un élément de passif qui a un impôt différé. Et le montant d'impôt payable dans le futur résultant des différences temporelles imposables. C'est comme je vous ai déjà donné comme exemple d'hier des provisions pour risque et charge. D'accord? Différence temporelle, c'est la différence entre la date de constatation de passif et la date exigible de paiement d'impôt. Un actif d'impôt différé est le montant d'impôt recouvrable dans le futur résultant des éléments ci-après. Différence temporelle déductible, un report en avant de déficit fiscal non utilisé. Ça veut dire quoi? J'ai un déficit fiscal, je n'ai pas l'utilisé, je vais l'utiliser par exemple l'année prochaine, et quand je l'utilise, je vais minimiser le résultat fiscal, donc je vais payer moins d'impôts, donc je vais couvrir voilà une partie d'impôt. Ce qui est fait, je dois déterminer le montant d'impôt différé que je vais déterminer sur le futur à partir de ce déficit-là. Parce que déjà, vous avez l'occasion en fiscalité de traiter comment on détermine le résultat fiscal. C'est le résultat comptable plus les produits, plus les charges non déductibles, moins les produits non imposables. C'est clair. Mais donc cette définition-là, il donne voilà
feu vert normalement voilà, à la récupération tout simplement des déficits, qu'ils soient d'amortissement, bien sûr, amortissement, mais si vous prévoyez qu'il y en a par exemple, déficit d'amortissement à récupérer ultérieurement pour minimiser le résultat fiscal, donc il y aurait le droit de récupérer une partie d'impôt. Donc je dois calculer un impôt différé actif. Ok. Les différences temporelles sont les différences entre les valeurs comptables et fiscales des actifs et des passifs. Les différences permanentes sont des charges non déductibles de façon définitive et des produits non imposables de façon définitive. Par exemple, les charges non déductibles de façon définitive, je parle par exemple des, la dotation aux amortissements, par exemple, des voitures de tourisme qui dépassent 60 000 dirhams. Donc, même si je n'ai pas le droit de les déduire maintenant, je n'aurai pas le droit de les déduire dans le futur. D'accord? Mais les produits imposables, non imposables de façon définitive, ce sont des produits déduits et qui ne seront jamais imposés, tels que par exemple les dividendes. D'accord? C'est pour cela, madame, s'ils sont exonérés maintenant, ils ne seront pas jamais retournés en imposition. Alors, la comptabilisation, comment on comptabilise les deux? Alors, pour l'impôt différé passif, il doit être fait chaque fois qu'il y a des différences temporelles imposables, sauf dans le cas ci-après, comptabilisation initiale de goodwill. C'est, quand on parle de goodwill, on prend ici ce qu'on appelle l'évaluation bilancielle afin de déterminer la valeur des éléments au bilan et leur valeur réelle. Donc, il peut y avoir ce qu'on appelle un goodwill positif ou bien négatif. S'il est positif, ça va donner bien sûr un impôt différé passif. S'il est négatif, ça va donner un impôt différé actif. Comptabilisation initiale d'un actif ou d'un passif dans le cadre d'une transaction qui n'est pas un regroupement d'entrées et au moment de la transaction n'affecte pas ni le résultat comptable ni le résultat fiscal. On parle ici tout simplement de tout ce qui est consolidation. Alors la comptabilisation d'un impôt différé est faite lorsqu'il est probable que l'entité va les récupérer dans le futur. C'est comme je vous ai dit, je vais comptabiliser un impôt différé sur la perte que je vais normalement récupérer dans le futur. Et l'impôt à payer, c'est l'impôt exigé plus l'impôt normalement différé. Le respect du principe de recouvrement futur est très important pour la reconnaissance et la comptabilisation des impôts différés. D'accord? Alors la récupération des IDA, impôt différé actif, est probable dans le cas ci-après. Quand est-ce qu'on procède à la récupération des impôts différés actifs? C'est quand les impôts différés passifs est déjà comptabilisé. Quand je parle par exemple d'impôts, je constate un produit constaté d'avance, je vais payer l'impôt différé passif. Donc, s'il est comptabilisé, je peux constater un impôt différé actif aussi. Qui est normalement à la dotation aux provisions pour risquer charge. Arrive échéance durant les périodes où les IDA sont toujours récupérables. Les résultats futurs attendus permettent de couvrir les IDA comptabilisés dans les comptes. Donc, s'il y a des résultats qui peuvent couvrir ces IDA, je peux comptabiliser les IDA, sinon je ne procède pas à leur comptabilisation. Comment j'évalue s'il y a impôt différé actif et impôt différé passif? Est-ce que les impôts différés sont évalués sur la base de la méthode du report variable ou bien l'approche bilancielle, qui consiste à comparer les valeurs bilancielles des actifs et passifs telles qu'elles se ressortent du bilan consolidé aux valeurs fiscales de ces mêmes éléments. La valeur fiscale de ces mêmes éléments. Ça veut dire quoi? Le traitement fiscal de ces éléments et leur valeur comptable. S'il y a normalement une augmentation, ça va donner bien sûr par exemple, je vous donne un exemple, j'ai actif, par exemple, j'ai une obligation, sa valeur comptable égale 1 million,
mais sa valeur fiscale, c'était par exemple 800 000. Donc, il y a une différence de 200 000. Cette différence-là, ça va donner, bien sûr, normalement, un impôt différé. D'accord? Par exemple, je viens de constater comptablement, je viens de constater comptablement, par exemple, euh, une entreprise qui vient d'acheter un bien avec 1 million de kilomètres dirhams. La durée d'amortissement, par exemple, sur 10 ans, bien ainsi de suite. Donc, et qu'il applique normalement l'amortissement dégressif. À la fin de, par exemple, de N2, le montant, le cumul d'amortissement, c'est 500 000 dirhams. Et le montant restant à déduire, ça va rester 1000 moins 500, ça va donner 500 km des 500 km dirhams. Ce qui fait cette différence-là entre l'amortissement fiscal et l'amortissement économique qui aurait été pratiqué. Si on applique l'amortissement fiscal la première et la deuxième année, ça va donner bien sûr l'amortissement économique de 200 000 dirhams, 200 km dirhams. Ce qui fait, ça va donner une valeur comptable de 800 000 dirhams. 1000 plus moins 200, c'est 800 km dirhams. Donc la différence entre 800 moins 500, c'est 300 km dirhams. Donc ces 300 km dirhams, si je la multiplie fois le taux de l'impôt, c'est un impôt différé passif. Ça veut dire quoi? Je vais payer bien sûr un impôt sur cette charge-là. Pourquoi? Parce que je viens d'accélérer les amortissements que je vais récupérer ultérieurement. Je pense que vous avez déjà l'intention de calculer l'impôt différé ou bien l'amortissement différé. Et quand on parle d'amortissement différé, il donne aussi droit à un impôt différé passif à l'État. Le taux applicable et le taux attendu sur les périodes comptables au cours desquelles les actifs et les passifs sont dénoués. Ça veut dire quoi? Ça dépend bien sûr les taux qu'on peut appliquer dans le futur. Ok? Concernant la présentation des actifs et passifs d'impôts différés, les actifs et passifs d'impôts différés doivent être compensés dans le cas suivant. Quand est-ce que l'entité a un droit exécutoire de compenser, c'est le droit, les actifs et passifs d'impôts exigibles, les impôts différés, actifs et passifs sont relatifs. Par exemple, je dois payer l'impôt, qu'elle soit normalement j'ai droit tout simplement de reporter déficit sur un bénéfice. Donc aussi j'ai droit tout simplement de compenser les actifs et passifs d'impôts différés. Alors les actifs et passifs d'impôts différés de deux entités différentes entrant dans le périmètre de consolidation, ça je ne vais pas détailler dans ce point-là, mais ça reste un point à traiter dans le cours suivant de consolidation, doivent être compensés si les conditions ci-après sont remplies. Les deux entités disposent d'un droit exécutoire pour compenser. Les impôts différés actifs et passifs relèvent de la même autorité fiscale. Ça veut dire quoi? De même pays. C'est pas Maroc, France, Maroc, Alger, Maroc, Tunisie, ainsi de suite. Maroc, Maroc aussi. Les impôts exigibles ainsi que les actifs ainsi que les actifs et les passifs d'impôts différés des deux entités ont les mêmes échéances, c'est pas d'échéances différentes. Donc, les impôts différés sont présentés dans la rubrique non courant du bilan, actifs non courants EDA, ou bien actifs non courants EDP, ça dépend. Est-ce qu'il s'agit normalement d'actifs d'impôts différés actifs ou bien d'impôts différés pas passifs. Donc, l'impôt différé, il se naît avec une fois qu'il y en a normalement une différence de la valeur d'un bien, qu'elle soit actif, qu'elle soit passif, entre sa valeur bilancielle, comptable et sa valeur fiscale, ça veut dire sa valeur en fiscalité. Ok? Les informations à fournir, la norme IAS 12 prévoit plusieurs informations à fournir. L'information exigible est différée, comptabilisée dans le compte du résultat. Et les impôts exigibles et différés comptabilisés ayant affecté directement les propres et les autres du résultat global.
preuve d'impôt d'arrêt, ok, et explication des éventuels changements dans le taux utilisé pour le calcul des impôts différés. Ça veut dire quoi? Que je dois toujours expliquer pourquoi le taux d'impôt est changé. Ça dépend des codes généraux des impôts. Alors, je passe directement la contrepartie. L'impôt différé résultant d'une transaction affectant le compte résultat doit être comptabilisé dans le compte résultat en contrepartie d'actifs et passifs d'impôt différé. Charge au produit. D'accord? Charge quand il s'agit d'impôt différé passif et produit quand il s'agit d'impôt différé actif. D'accord? À chaque fois qu'il y a différence temporaire, c'est-à-dire qu'en matière normalement, voilà, comme je vous ai donné exemple des provisions pour ce qui charge, de le temps, dotation qui est aussi l'exemple que je vous ai donné, différence bilancielle entre la valeur comptable et la valeur fiscale, ça va donner bien sûr normalement des impôts, mais généralement, contre l'impôt différé passif, on crédite le compte charge, contre le compte l'impôt différé actif, je crédite le compte produit. D'accord? L'impôt différé relatif aux éléments impactant directement les capitaux propres est débité ou crédité directement sur les capitaux propres. L'impôt différé généré, transaction transitant par autre élément de résultat global est comptabilisé dans la même rubrique. Et aussi les impôts différés résultant des transactions affectant le goodwill pour contrepartie du goodwill et non le résultat de l'exercice, mais généralement charge et produit tout simplement. Ok? Donc, 4 contreparties peuvent être données lieu à des impôts différés. Alors, passons maintenant à l'exercice. Voilà un petit exercice concernant quelques questions théoriques. Avec leurs réponses, bien sûr. Je passe directement à cet exemple-là. Au cours de la période N, une entité a acquis un bien de 60 kg. Il a acquis un bien pour 60 kg avec une durée économique de 3 ans. Pour des raisons fiscales, l'entité décide d'amortir l'actif sur 2 ans. Normalement, la durée économique, c'est de 3 ans, mais pour des raisons fiscales, il a décidé de l'amortir sur 2 ans. Alors, voilà le tableau. On opte pour l'amortissement économique, c'est 20, 20, 20, c'est un total de 60 000. L'amortissement fiscal, c'est 30, 30. La différence, c'est 30 moins 20, 30 moins 20 et 0 moins 20, ça va donner toujours une différence 10, 10 et moins 20 dans la dernière. Donc, la première, elle a donné une augmentation de la valeur entre la valeur fiscale et la valeur économique. Donc, il s'agit d'un impôt différé passif. Pourquoi? Parce que je vais augmenter maintenant la charge que je vais verser ultérieurement. Je vais minimiser maintenant l'impôt que je vais verser ultérieurement. Donc c'est un impôt différé pas passif. Nafché pour la deuxième année, mais pour la troisième année, je vais rien signer comme charge, donc je vais payer moins d'impôts, plus d'impôts, mais ultérieurement je vais récupérer l'impôt. Ce qui fait, c'est un impôt différé actif à récupérer dans le futur. علاش لانني العام الاول عوض ما نسجل 20 نسجل 30 j'ai augmenté la charge, donc je vais payer moins d'impôts, ولكن dans cette année, mais ultérieurement je vais verser هذا l'impôt هذا. OK. نفس الشيء la première année ولا لاحظتي معايا je vais verser 3 وغادي نقص 6 في العام الثالث. هذيك 6 في العام الثالث قلنا قبيله بان les impôts différés actifs, si je reviens à ce slide là, parce que les impôts différés actifs est probable dans ces cas présents des impôts différés passifs déjà comptabilisés arrivent à échéance durant la période où les impôts différés actifs toujours sont récupérables. Ça veut dire quoi? Normalement, nous étions déjà en train de comptabiliser les actifs les impôts différés passifs dans les exercices antérieurs, mais quand nous étions arrivés à l'exercice N plus 2, je vais récupérer 6, qui est le total normalement des impôts différés passifs qui ont été engagés par l'entreprise
auparavant. OK? Donc, deux remarques. Les différences temporelles ne se neutralisent pas avec le temps. En effet, la valeur des impôts différés sur la durée de vie de bien est égale à 0. D'accord? Et le calcul peut être aussi fait sur la base de la différence entre la valeur comptable et la valeur fiscale à chaque clôture. OK? Donc, c'est ce que nous avons pris en considération ici. Un deuxième exemple. Donc, les informations ci-dessus sont tirées du bilan, du passage du résultat comptable au résultat fiscal de la société bêta. Voilà la réintégration prise, les cartes de conversion passive, les provisions pour dépréciation des stocks de magasins, les provisions pour dépréciation des clients et contrats attachés, les provisions pour congés, y compris charges sociales, les contributions à la cohésion sociale, les provisions pour grosses réparations et les déductions provisions reprises pour provision de congés, reprises pour provision de grosses réparations, dividendes reçus. Aussi, dans cette année, la société a enregistré une perte alors de 100 000 que le Maroc dirham et a payé une cotisation minimale de 30 000, 40 000 dirhams. Donc le travail à faire, demander, c'est de calculer l'impôt différé pour chaque opération et s'il existe bien sûr avec un taux de 30%. Donc voilà la réponse pour chacun d'eux. S'il s'agit d'un impôt différé actif ou bien d'un impôt différé passif. Donc pour faire ce travail-là, il faut tout d'abord bien maîtriser euh, le- le- la fiscalité, bien sûr. Donc les cas de conversion passif, on n'aura pas constaté ni euh, impôt différé passif ni impôt différé actif. Pourquoi? Parce que les écarts de conversion passifs sont des gains latents imposables dans la réglementation fiscale marocaine. D'accord? Donc, puisque normalement la réglementation fiscale marocaine exige l'imposition des écarts de conversion passifs comme des gains latents, ce qu'elle fait, il suffit tout simplement qu'ils soient justifiés, ainsi de suite. Donc, il suffit donc pas d'impôt différé. Les provisions pour dépréciation du stock, le montant de la provision est estimé à 100 000. Et il y a un actif, parce que provision, ça va donner une reprise ultérieurement. Est-ce que c'est clair? Donc, je dois constater un impôt différé actif, d'accord, dont j'aurais bénéficié maintenant, mais qu'elle doit être bien sûr, voilà, reportée sous forme de quoi? D'impôt différé passé dans le futur. C'est une provision pour justifier sur le plan comptable, mais non déductible sur le plan fiscal. Ok? Voilà la suite de tous les éléments constatés. J'espère à ce que vous avez bien profité de ce cours-là. Et merci de votre